Info 243 au cœur de l'actualité. Au cœur des questions d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, face aux candidats, nous recevons monsieur Alexis Muntanda, élu en 2011. Avec lui, nous allons revenir sur des questions d'actualité étant cadre de l'UDPS. Bonjour, honorable Alexis Muntanda. Oui, bonjour. Vous avez mené une lutte aux côtés de Etienne Tshisekedi Mulumba. 5 ans après la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi étant président de la République issu d'un parti socialiste, quelle est votre impression sur la gestion de la République? Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi est sur l'élan d'Etienne Tshisekedi? Oui, merci bien pour la question, mais telle que vous la posez, vous savez, elle est très complexe. Elle est très complexe et la réponse ne peut pas être oui ou non, parce qu'il y a des réalités qu'il faut expliquer. Vous savez, dans un pays africain, et spécialement un pays comme le nôtre, qui a connu 32 ans de régime de Mobutu, 18 ans du pouvoir de M. Kabila, ça fait quand même 50 ans. Alors quand on arrive à la tête du pays, dans ces circonstances-là, je crois qu'il faut expliquer certaines réalités. Pour bien juger, si vous voulez, disons, des résultats ou disons, du pouvoir de M. Tshisekedi, lorsqu'il a été élu en 2000 combien encore là? 2018. En 2018, eh ben, 2019, au mois de janvier, je crois, il prêtait serment. Eh ben, qu'est-ce qu'il a trouvé sur le terrain? Parce que c'est ça qu'il faut voir lorsqu'on analyse les réalisations d'un politicien. Il trouve d'abord sur le terrain politique, disons, un parlement, un sénat et pratiquement toutes les structures constitutionnelles politiques à majorité de Kabila. Donc, c'est-à-dire que ce sont les hommes du régime précédent qu'il a trouvés sur le terrain. Du côté de la sécurité, il trouve une armée, parce que nous avons quand même les FARDC, nos forces armées, une armée qui était complètement infiltrée et qui était complètement affaiblie. Lorsqu'au moment où il arrive également au sommet de l'État, il trouve à l'est du pays une insécurité généralisée. Et on parlait déjà à cette époque-là de centaines de morts, même pas par milliers, mais des millions de morts, plus de 8 à 10 millions de morts suite à cette histoire. On dénombrait également à l'est du pays pas moins de 200 groupes armés qui étaient déjà organisés et qui étaient opérationnels. On trouvait, disons, dans les institutions de l'État, une fonction publique avec des fonctionnaires qui étaient tout à fait habitués, n'est-ce pas, à ce qui se faisait du temps de Mobutu et du temps de Kabila. Alors, il faut vraiment qu'une personne puisse avoir une baguette magique pour qu'il puisse changer, si vous voulez, la situation de tout ce que nous venons d'énumérer là, et qu'il puisse avoir frappé cette baguette magique et dire, voilà, je change tout du jour au lendemain. Raison pour laquelle on a vu le président procéder de manière systématique. Il crée d'abord l'union sacrée pour pouvoir, si vous voulez, travailler avec les institutions de la République. Il devait également prendre des mesures draconiennes pour éliminer systématiquement toutes les infiltrations dans l'armée nationale et former peut-être des jeunes qui pouvaient peut-être prendre la relève. Les groupes armés à l'est du pays, c'était une réalité. Il fallait trouver encore des mesures, si vous voulez, pour combattre tous ces groupes armés.
Et ne parlons pas évidemment de la fuite de nos richesses du pays, hein, comme le coltan, comme le cobalt dans le sud, etc. Donc tout ça, ce sont des problèmes très complexes qu'on ne peut pas résoudre en une année ou en 2 ans. Et alors, puisque vous demandez le bilan... Est-ce qu'il est sur le l'élan d'Etienne Tshisekedi étant socialiste, vous aviez milité, vous avez lutté pour ça que dit, le progrès social. Voilà. La lutte était autour du progrès social. Voilà. Donc, il trouve une situation d'un peuple qui a vécu 32 ans sous le régime de Mobutu, 18 ans sous le régime de Kabila, avec des antivaleurs, si vous voulez, qui étaient déjà enracinées dans la population, même dans les mentalités. Alors, même si vous avez des idées de révolutionner les choses, etc., vous ne pouvez pas obtenir les résultats du jour au lendemain. Parce qu'un peuple de plus de 100 millions de personnes, si vous voulez l'amener vers un objectif bien défini ou bien vers une vision bien déterminée, eh bien, vous avez affaire à des êtres humains, etc. Hein, parce que dans la population, il y a plusieurs catégories. Vous avez la basse classe, c'est-à-dire le peuple ordinaire. Vous avez ceux qui gèrent un peu ce peuple-là. Et puis vous avez la classe politique qui a toutes les décisions à prendre. Alors, si vous voulez maintenant révolutionner les choses pour arriver à la pureté, si vous voulez, de la pensée des choses de l'UDPS, je crois que vous pouvez cogner vous-même la tête contre le mur. C'est pour cela qu'il fallait peut-être procéder d'abord de manière systématique, mettre un peu de l'ordre dans les esprits et sur le terrain. Alors, pour ce qui est du bilan, eh bien, je peux vous dire que l'esprit est là, mais il faut tenir compte évidemment de certaines réalités du terrain pour pouvoir inculquer cette mentalité. Est-ce que c'est le 5 ans du président de la République se résume au chapelet de promesses? Au chapelet de promesses, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a promis réellement, mais il y a certaines réalisations. Si vous prenez par exemple le développement, eh bien, le bien-être social de la population dont on parle, disons, dans le programme de l'UDPS, parce que l'UDPS lui-même, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors, vous voyez qu'il y a 3 étapes dans cette démarche. Vous avez d'abord l'union. L'union, c'est-à-dire l'union de tous les Congolais autour d'un objectif bien déterminé. Et les objectifs, c'est d'abord, disons, la démocratie, parce que nous luttons pour la démocratie, et puis en 3e lieu, le progrès social. Et ce progrès social ne peut se réaliser que lorsque la démocratie, pour ce qui est de la démocratie, on a déjà fait un pas, parce qu'on a eu des élections en 2006, en 2011, en 2018, et maintenant en 2000. Donc la démocratie, on peut dire qu'on est sur la voie de la progression. Quelle est votre observation? Parce que le premier point de l'UDPS, c'est d'abord l'union. L'union, quand on parle de l'union, on parle de l'unité. L'unité nationale est menacée depuis un laps de temps. Aujourd'hui, on parle d'une réalité fâcheuse, du tribalisme. Quelle est votre observation sur ces faits? Eh bien, l'union dont on parle ici, c'est d'abord l'union on parle des Congolais, on ne parle pas des classes politiques, on parle des Congolais dans leur ensemble. Lorsque vous parlez de l'union, c'est l'union des Congolais. Eh bien, l'UDPS, quand vous allez dans toutes les provinces de la République, vous trouverez l'UDPS qui est implanté dans toutes les provinces. Non. Vous sortez en dehors du pays, eh bien, vous trouvez encore les structures de l'UDPS presque dans tous les pays de l'Europe ou de l'Amérique. Que ce soit en Belgique ou en France ou en Allemagne ou en Chine, vous trouverez les structures. D'ailleurs, c'est le seul parti au monde qui a des représentations dans tout cela. Je m'excuse. Ok, allez-y. Alors, vous avez, disons, c'est ça au point de vue de l'Union. C'est-à-dire, c'est l'union des Congolais qui se rassemblent pour lutter pour la démocratie et pour lutter pour... Alors, l'union, c'est une première étape qui a eu un succès extraordinaire. La démocratie, comme je vous l'ai dit, on a lutté pendant Mobutu et Kabila,
Et on a pu obtenir des élections en 2006, des élections en 2011, des élections en... Donc c'est le début de la démocratisation du pays. Maintenant, la troisième étape, c'est cette étape de progrès social. Et pour réaliser ce progrès social, lorsque vous arrivez à la tête du pays et que vous trouvez une situation telle qu'on vient de la décrire, eh ben, il n'y a pas de baguette magique, il faut y aller de manière systématique. Et c'est cette manière d'aller systématiquement qui ne peut pas s'accomplir en une période. Je reprends ma question, je parle de l'unité nationale. L'unité nationale est menacée depuis un certain moment, on parle du tribalisme. La classe sociale ou soit nos communautés, le peuple est divisé. Le peuple s'entretue. Quelle observation faites-vous par rapport à cette situation? Quel est ce peuple qui s'entretue? C'est lequel? C'est la population ou le tribu? Par exemple, il faut donner un exemple bien précis. Les Kassaïens et les Katangais, vous suivez de près l'évolution de l'actualité. Ça, c'est tout à fait récent. C'est quoi, quelle est votre observation par rapport à ça? C'est un cas tout à fait récent qui ne peut pas remplacer la période d'insécurité généralisée qui a existé pendant les 18 ans de Mobutu. Je vous dis qu'à l'est du pays, il y avait plus de 250 groupes armés organisés et aujourd'hui, on compte plus de 12 millions de morts à l'est du pays. Ça prend cours depuis quelques semaines, mais on oublie ce qui se passe depuis une vingtaine d'années. À l'est du pays, il y a plus de 12 millions de morts et on n'a pas vu pendant le régime de Kabila quelqu'un se préoccuper de cette réalité-là. Donc 12 millions de morts à l'est du pays, comparé avec quelques morts qu'on a eu maintenant. La vie humaine est sacrée, hein? Pardon? La vie humaine est sacrée. Mais la vie humaine est sacrée, mais il faut voir les choses dans leur contexte. Deux morts, ça représente trop. Bien sûr. Et puis, lorsque vous parlez de ces choses qui se passent depuis quelques semaines, si vous voulez, parce qu'on peut parler de quelques semaines, ce n'est pas des années, etc. Eh bien, encore une fois, vous pouvez suivre les actualités comme nous tous, etc. Eh bien, effectivement, il y a des personnes qui sont en train de soulever certaines populations, bien certaines ethnies ou certaines populations de certaines provinces à s'acharner contre les Kassaïens, tout simplement parce que les Kassaïens, je ne sais pas si on les identifie, tous les Kassaïens peuvent être identifiés avec une personne qui est à la tête du pays qui s'appelle le président de la République. Alors ça, c'est quelle mentalité, quelle logique. Donc ça veut dire tout simplement qu'on est en train de s'écarter des réalités pour mettre l'accent sur certains aspects. Et certains aspects, lorsqu'on les regarde de près, eh ben, ce sont certains politiciens qui sont à la base de l'excitation de ce peuple-là. Parce que ces gens ont toujours vécu ensemble. Comment expliquer que brusquement, on trouve, disons, toutes ces velléités et tout ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut bien analyser et expliquer ça de manière objective. S'il faudra lancer un message au peuple, que, selon vous, hein, ces peuples qui vivent depuis plusieurs décennies ensemble, ce serait quoi votre message au peuple qui s'entretue aujourd'hui, victime de la manipulation politique? Ben, vous savez, quand il y a un mal quelque part, il faut descendre à la racine. On ne peut pas, si un arbre vous gêne dans la parcelle, etc., si vous coupez seulement les feuilles ou les branches, vous n'avez pas résolu le problème. Il faut aller à la racine, le déraciner complètement et puis vous vous débarrasser du mal. Alors le mal là, c'est quoi? C'est tout simplement identifier les personnes qui sont en train de créer cet environnement et de créer cet état d'esprit de manière à punir les choses, les responsables. Parce que faire les choses autrement, c'est tout simplement éviter de voir le mal en face. Parce que dans le cas d'espèce, ce sont certains politiciens qui sont en train d'exciter certaines personnes à faire certaines mauvaises choses. Et alors, les responsables, ce sont ces personnes qui sont à la base, donc qui sont à la racine. Et vous allez voir que si on arrive à se débarrasser de ces personnes-là, eh ben, le mal ne va plus exister. L'opposition déplore la pauvreté dans laquelle la population, le peuple, vivote depuis ces 5 dernières années. Alors que
au sommet de l'État, c'est un homme issu d'un parti socialiste. Comment réagissez-vous? C'est ça que j'ai dit, qu'on ne peut pas, lorsque vous arrivez dans une situation qui a été créée et amplifiée pendant plus de 50 ans, je parle bien de 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, il faut les additionner. Parce que toutes les antivaleurs que nous... Le mal qu'on a, par exemple, à la fonction publique, aujourd'hui, bien sûr, on voit ce qui se passe à mais c'est comme, disons, l'iceberg, n'est-ce pas? Vous voyez quelque chose au-dessus de l'océan, mais ce qui est en bas, c'est autre chose. Mais les kabylistes estiment que la situation allait mieux à l'époque quand Kabila était au pouvoir. Oui, mais bien sûr, est-ce qu'ils peuvent dire le contraire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut, disons, et spécialement les Congolais? Les Congolais, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Les 18 ans de Kabila, personne ne les juge, mais les 5 ans de M. Tshilombo, on les juge parce que le peuple est devenu pauvre pendant les 5 dernières années. C'est quelle logique ça? Il y a une continuité dans la vie des choses, mais si on veut transformer les choses, si on veut, ça prend du temps. Il n'y a pas une baguette magique qui puisse transformer une société en quelques mois. Donc, s'il faut créer, si vous voulez... Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a détruit ce qu'il a trouvé ou il a redéfini les choses en allant vers une autre direction? Bon, vous posez cette question, c'est très bien. Est-ce qu'on peut dire que le pays a des moyens infinis pour s'attaquer à tous les problèmes en même temps? Quand vous avez un problème sécuritaire de telle ampleur de celui de l'Est du pays, combien de milliards sont dépensés pour l'armée nationale pour qu'elle puisse être à même des choses? Combien de milliards il faut pour neutraliser tous les groupes armés de l'Est? Combien de milliards faut-il pour, disons, identifier tous ces malfaiteurs à gauche, à droite et tout cela? Et ça ne se fait pas par une baguette magique, ça prend du temps. Et c'est une action, l'action doit être systématique de telle manière que systématiquement, et ça prend du temps, parce que ce n'est pas une baguette magique où on frappe la table et on a la solution. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête. On va accomplir un programme. Vous avez vu, par exemple, pour ce qui est de la scolarité, etc. Bon, il y a déjà un programme hein, comment est-ce qu'on appelle ça 145 territoires. Non, gratuité de l'enseignement. De l'enseignement. Est-ce que vous savez combien de millions ce programme peut prendre? Et dans le budget de l'État qui est défini hein, depuis, eh bien, il faut mettre le poids, par exemple, de cette mesure. Les 148 territoires. N'oubliez pas que le Congo a une superficie de 2 350 000 km², avec des villages partout, des territoires, etc. Alors, si vous voulez commencer le développement d'un territoire aussi énorme, eh bien, ça ne peut y aller que de manière systématique. Et les 148 territoires, si on voit les réalisations des 5 dernières années, eh bien, on peut dire que ça dépasse de loin ce que Kabila a pu réaliser pendant 18 ans. Est-ce que c'est Là, c'est question d'être honnête et de voir les choses en face et d'examiner les choses avec froideur. Est-ce que ces discours portés par une branche de la population, c'est un discours d'impatience? Quel discours? De dire que ça ne va pas, il y a la souffrance, la misère ou la situation s'empire. Est-ce que c'est un discours d'impatience? Bon, écoutez, je crois que c'est ça que je viens de dire tout à l'heure ici. On a commencé avec une période bien déterminée qui est tout simple, parce que dans la vie d'un peuple, c'est la continuité, mon cher ami. Ce sont le même peuple, n'est-ce pas, qui vient de sortir du régime de Kabila et qui entre dans une nouvelle ère. Mais il entraîne avec lui eh bien, toutes les réalités, si vous voulez. Je vous donne un exemple. Lorsque Kabila est parti, eh bien, il a laissé des usines et des usines de production hein, de boissons qu'on appelle par exemple Zododo et tout ça. Et tout le monde sait très bien que ces alcools sont très néfastes pour la santé de la population. Et ça se trouve là, et ces gens sont là qui existent, etc., qui produisent.
Alors, lorsque maintenant les jeunes qui sont en train de s'amuser avec ces histoires là-bas, abîment leur santé, abîment leur tête et qui deviennent des colonnes. Alors, vous voyez que c'est la conséquence de quelque chose qui a existé, qui a été pratiquement laissé à l'état actuel, avec ses conséquences, bien sûr. Mais maintenant, on va voir les colonnes, on va dire, bon, mais il y a beaucoup d'insécurité dans la ville parce qu'il y a des jeunes qui font ceci, cela. Mais on ne se pose pas la question d'où vient le mal. Le mal, c'est les décisions qu'on avait prises à l'époque de construire ces histoires, de les laisser fonctionner. Et puis maintenant, on est en train de vivre les conséquences. Alors, vous allez donner la faute à celui qui gère aujourd'hui et non pas à celui qui avait planté cet arbre du mal. Donc, il faut faire le jugement de manière qu'il puisse être ne fût-ce que objectif à... L'aperçu de plus d'un Congolais, ces régimes, le régime actuel, on a comme l'impression des anciens ou de collaborateurs d'Etienne Tshisekedi étaient presque invisibles au rouage du régime. C'était dû à quoi? Bon, ça, il faut peut-être le demander. Vous dites bien autour du régime. Alors, ça veut dire que c'est une question qu'il faut poser à ceux qui ont géré le régime. Leur demander pourquoi il y avait ceci, cela, etc. Mais vous demandez à quelqu'un qui était à l'extérieur de vous dire ce qui se passe à l'intérieur. Ah, donc vous étiez à l'extérieur, hein? Vous le dites, hein, vous, moi. Mais est-ce que être à l'extérieur, c'est mauvais? Est-ce qu'il fallait nécessairement être à l'intérieur? Est-ce que l'UDPS vous a jamais dit que lorsqu'on a lutté pour le bien-être social de la population, que le jour où l'UDPS allait avoir le pouvoir, tous les millions de combattants du parti devaient être à l'intérieur? Vous n'êtes pas combattant, vous êtes cadre. Mais être cadre, c'est quoi? C'est ce service. C'est un rang d'un peu. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que l'IDPS qui est au pouvoir et l'IDPS d'Etienne Tshisekedi, est-ce que c'est deux corps différents ou c'est toujours le même? Il ne faut pas mélanger deux situations qui ne sont pas mélangeables. C'est-à-dire? À l'époque de M. Tshisekedi, on luttait pour la démocratie, le progrès social et pour également gagner les élections. N'est-ce pas? Donc c'est une période de lutte. Lorsque les choses, je vous donne un exemple historique, le peuple d'Israël, lorsqu'ils traversaient le désert, ils ont traversé le désert pendant 40 ans, n'est-ce pas? Alors vous allez comparer cette période de la traversée du désert avec l'occupation de la terre promise. Ce qui s'est passé pendant la période de désert, c'est une période bien déterminée où il y avait certaines réalités. Maintenant, quand on entre sur la terre promise, il faut maintenant... Avec le même peuple, C'était toujours le peuple d'Israël, hein? C'est pas les peuples égyptiens. Mais bien sûr, donc avec le peuple qui... Non, je parle du peuple Israël quand il était dans le désert en train de traverser le désert pour aller vers la terre promise. C'était toujours avec de mêmes acteurs. Mais les Égyptiens n'étaient pas là. Vous mêlez les Égyptiens. Non, c'est pour dire que ce n'était pas d'autres acteurs. On n'a pas inventé d'acteurs. Sauf Moïse et Josué. Les réalités du désert et les réalités de la terre promise étaient deux réalités tout à fait différentes. Parce qu'ici, je vais vous donner cet exemple en vous disant que du temps du président Tshisekedi, donc le vieux, eh ben, c'était une période de lutte, etc. On luttait pour arriver au pouvoir. Avec le fils qui est là, eh ben, c'est une autre réalité. Maintenant, on a un pouvoir qu'il faut gérer. Donc, les deux réalités ne sont pas mélangées, il faut les discerner complètement parce qu'elles ne sont pas identiques. D'accord. Alors, Monsieur Alexis Moutanda, vous étiez élu en 2011 et candidat malheureux en 2018 aux élections. 5 ans d'absence au Parlement. Quelle observation faites-vous sur la production parlementaire de ces 5 dernières années? Bon, vous savez, le Parlement, est géré par des humains, par des hommes. Il y a des aspects qui sont très bien, qui sont positifs, qui ont rapporté des fruits.
il y a aussi des aspects qui ne sont pas à applaudir, etc. C'est par exemple cet aspect de l'insécurité à l'est du pays, où on a vu certaines réalités, c'est-à-dire les membres du Parlement qui étaient impliqués dans le problème, si vous voulez, de l'insécurité aux choses à l'est du pays. Et ça a duré pendant très longtemps, et il y avait des complicités qui étaient bien connues. On a cité un cas qui est d'ailleurs devenu un cas public, celui d'un membre du Parlement qui avait des concessions de décolletants et qui a fait pas mal de choses. Parlez des Moira Tchouchou. Par exemple, voilà un cas. C'est une réalité, par exemple, qui était connue de certaines autorités du pays. Mais pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, on n'a jamais révélé ce cas et pourquoi est-ce que ça continue jusqu'à aujourd'hui? Donc, c'est pour vous dire que même à cette période-là, il y avait des couvertures, il y avait des complicités et qu'on était en train de gérer. Alors, face au candidat, cette deuxième partie où nous parlons du candidat, vous êtes candidat, le numéro 981 à Lukunga. Pourquoi vous souhaitez représenter Lukunga au Parlement en 2000 pour la législative de 2023 à 28? Bon, pour commencer, j'habite moi-même à Lukunga. J'habite Ngaliema, je suis en Binza Pigeon. Et c'est là, je suis à Binza Pigeon depuis 1900, quelle année? Je suis rentré des États-Unis en 76, donc 1976. Eh bien, j'habite Lukunga depuis cette date-là. Donc, c'est là où j'ai ma résidence, c'est là où j'habite, etc. Et je crois qu'il est tout à fait raisonnable qu'on puisse poser sa candidature, disons, dans le secteur où on vit depuis très longtemps. Donc, Lukunga, c'est Ngaliema spécialement, c'est ma commune de résidence. Et est-ce que vous connaissez la réalité des habitants de Lukunga? Est-ce que vous vivez du jour au jour leurs problèmes et leurs difficultés? Mais vivre du jour au jour, j'ai mes occupations. Maintenant, pendant la campagne, c'est pendant la campagne qu'on s'intéresse maintenant, parce qu'on peut connaître le problème de l'environnement, là où on vit tous les jours, etc. Mais n'étant pas député, n'étant pas, disons, une autorité publique, je ne pouvais pas aller dans les fins fonds de Mongafula ou de Ngaliem. Maintenant, je le fais parce que ça intéresse, si vous voulez, les objectifs que j'ai. Et les objectifs, c'est d'être député national représentant le peuple, disons, dans cette institution de la République. Et par conséquent, il faut connaître maintenant, avant de connaître, parce que député national, on ne va pas se limiter à l'endroit où, disons, où on vit, mais c'est beaucoup plus, si vous voulez, les réalités des problèmes du peuple congolais qui se trouve au Katanga ou au Kasaï ou bien à l'Équateur, parce qu'en ce moment-là, on englobe, disons, tout l'ensemble de tous les problèmes nationaux. Exactement. Voilà. Alors, quelles sont vos motivations premières pour revenir au Parlement? Eh bien, les motivations primaires, c'est que nous vivons des réalités qui sont telles qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Et les réalités que nous vivons, c'est ces réalités que tout le monde connaît, qu'on vient de décrire ici. Il y a d'abord le problème des risques qu'on a de balkanisation du pays. Il y a des problèmes de la pauvreté. Il y a des problèmes qui concernent l'utilisation de nos richesses. On est un des pays les plus riches du monde, comme le confesse tout le monde, mais on a aussi un peuple qui est le plus pauvre de l'univers, un des plus pauvres. Alors, vous voyez que c'est des choses d'où vient la faute, pour qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Eh bien, nous sommes tous embarqués dans un même navire, on vit les mêmes problèmes, et on ne peut pas rester les bras croisés en voyant le navire en train de chavirer. En une minute, quel est votre projet de société étant parlementaire, ou soit votre combat plutôt parlementaire?
tout au long de l'hémicycle si la population... Eh bien, il est très simple, parce que comme vous l'avez dit vous-même, je suis membre de l'UDPS depuis plus de 40 ans. Ça veut dire que je connais très bien la vision du parti et les objectifs. Alors, la vision, c'est qu'on puisse unir tous les peuples congolais pour lutter d'abord pour la démocratie, parce qu'on doit avoir l'alternance au pouvoir. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est asseoir un état de droit dans lequel chacun peut se retrouver. Et cet état de droit, évidemment, doit converger avec tout le monde vers le bien-être social de toute la population. Alors, un message... Le bien-être social veut dire que la jeunesse doit se retrouver, que les mamans veuves se retrouvent, que les chômeurs se retrouvent, les handicapés, tout ce monde, etc. Et que chacun puisse avoir sa place au soleil suivant ses compétences et suivant ses capacités. Alors, un message à la population de Lukunga. Appelez cette population à voter pour vous et votre numéro de campagne, de votre candidature. Oui, d'abord mon numéro, c'est très simple, facile à retenir. C'est 981, donc 981. Et le message que je peux dire à tout le monde, c'est que Dieu nous a donné un pays qui est très beau, très grand et très riche. Et nous voulons tout simplement que ces richesses, cette beauté, etc., puissent être au service des enfants et des enfants de ce pays. On ne peut pas être assis sur une montagne de richesses et vivre pauvrement comme si on était de pauvres gens. Donc c'est ce partage-là, c'est cet objectif pour lequel nous avons d'ailleurs lutté pendant très longtemps, et nous voulons qu'aujourd'hui il puisse se réaliser. Et que notre expérience, c'est que nous avons mis au service de ce peuple depuis des années, puisse se concrétiser, parce que ça ne sert à rien de rester dans les discours, il faut concrétiser, si vous voulez, ces réalités-là. Merci. Pour ce qui est de numéro, eh ben, c'est un numéro qui a un caractère plus ou moins magique, parce qu'il faut l'expliquer. Je ne sais pas si vous aimez le football, eh ben, vous savez, tous ces gens qui s'intéressent au football, ils savent très bien que le centre avant, celui qui est toujours placé là-bas pour marquer le but, porte le numéro 9. C'est comme ça que les Pelé, les grandes vedettes, etc. portaient le numéro 9. Et le numéro 8, c'est le distributeur, celui qui est au milieu du terrain, qui dribble, qui fait des choses, des spectacles, etc., afin d'amener la balle à aller vers le buteur. Et le numéro 1 est porté par celui qui est le gardien de but, parce que celui-là, il est là pour que aucune balle ne puisse passer. Vous croyez à la magie? Etc. Alors, 981, vous voyez que le 1 explique quelque chose, 8 explique quelque chose, etc. Du moins, lorsqu'on reste dans dans ce cadre, si vous voulez, d'une équipe de football, etc. Alors, c'est comme ça que j'explique à mes électeurs que 981, c'est un chiffre qui non seulement qui s'applique à moi, mais magique. Un numéro qui est là pour tous les Congolais. Parce que les Congolais doivent marquer des buts, les Congolais doivent participer, si vous voulez, au jeu, et les Congolais doivent également être dans leur filet en train de garder le bois pour qu'aucune balle, que personne ne puisse leur faire une surprise et tout ça. Merci. Vous croyez à la magie? Mais la magie, ce n'est pas 981. Je ne me suis pas attribué le numéro, c'est la CENI qui m'a donné le numéro. Merci, monsieur Alexis Moutanda. Vous êtes candidat député national à la circonscription de Lukunga, le numéro 981. C'est avec lui que nous avions échangé pendant plus de 30 minutes. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous les Congolais de partout. On se retrouve prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Merci bien. Info 243 au cœur de l'actualité.